Salut tout le monde, bienvenue sur Yanis-sama, la plateforme pour que vous réussissiez votre passe. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo courte sur le chapitre d'atomistique. Alors sur ce chapitre, on repart sur des fondamentaux déjà vus au lycée, notamment sur la notation de comment on note tout simplement un atome. Alors un atome, on le note comme ceci avec son symbole X. A, ça représente le nombre de masses ou le nombre de nucléons. C'est la même chose, c'est simplement la somme des protons et des neutrons. Z, c'est notre nombre de protons. Si l'on a affaire à un atome c'est électriquement neutre, donc Z est aussi égal au nombre d'électrons. Ce n'est pas le cas si on a un ion. Et X, c'est tout simplement le symbole de l'atome. Si on a du carbone, c'est tout simplement C. Si on a du chlore, Cl. Il faut savoir que c'est le Z qui détermine l'élément chimique. Plusieurs éléments peuvent avoir le même Z. C'est ce que l'on appelle des isotopes. Par exemple, on a du carbone 12, du carbone 13, du carbone 14. Eh bien, ces trois éléments ont tous les trois 6 protons. C'est donc le même élément. Par contre, vous voyez que le nombre de nucléons n'est pas le même, c'est parce que le carbone 14 a 2 neutrons de plus que le carbone 12. On peut aussi faire ça avec l'hydrogène, on a l'hydrogène, on a le deutérium et on a le tritium. Eh bien, ces trois hydrogènes ont tous un proton. Important à savoir, des isotopes peuvent être naturels, mais aussi artificiels, et ça peut tomber dans les QCM. La professeure Melnick peut poser des questions dessus pour vous piéger. Faites attention, on a bien des isotopes qui sont aussi artificiels. On l'a dit, un atome, c'est composé de protons, de neutrons et d'électrons. Concernant la masse, un proton, il est à peu près égal à 10 puissance moins 27 kg. Le neutron, environ égal à la masse d'un proton, 10 puissance moins 27 kg. L'électron, il est beaucoup plus léger. L'électron, il a une masse d'environ 10 moins 30 kg. Donc on voit que l'on a ici un rapport de 1000. Le proton, par exemple, est 1000 fois plus lourd qu'un électron, puisqu'on voit qu'on passe de 10 moins 27 à 10 moins 30. Concernant la charge maintenant, le proton, lui, il a une charge de, on va mettre un peu de couleur, 1,6 plus 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Une charge, c'est en coulombs. Le neutron, lui, comme son nom l'indique, il est neutre. Et l'électron, puisqu'on sait qu'un atome est électriquement neutre et que l'on a autant de protons que d'électrons, pour que ce soit neutre, il faut obligatoirement que l'électron ait une charge opposée à celui du proton. Donc, moins 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Ce qu'on peut déduire avec ce tableau, c'est que la masse, elle est concentrée dans les protons et dans les neutrons. Autrement dit, la masse d'un atome est située dans son noyau, puisque l'on voit que les électrons sont très légers et donc négligeables par rapport aux deux autres. Donc la masse d'un atome, c'est son noyau. Par contre, les électrons, eux, ils servent bien à quelque chose. C'est eux qui sont majoritairement responsables des capacités chimiques des éléments et ils constituent le cortège électronique, le nuage électronique, et c'est eux qui déterminent le volume d'un élément. Quelques rappels concernant la mole et la masse. Alors la formule de la quantité de matière, ça c'est vraiment à connaître par cœur, et j'ai envie de vous dire plus pour la biophysique que pour la chimie. C'est la formule de la quantité de matière. Elle est égale à la masse sur la masse molaire. La masse, c'est en grammes. La masse molaire, c'est en grammes par mol. Et bien ici, si on fait ce que l'on appelle une analyse dimensionnelle, on analyse les dimensions, les unités. Les grammes et les grammes, ça se simplifie. Et là, on voit qu'on a du par mol. Mais on divise, donc on a division et on redivise une division. Donc on multiplie par l'inverse. À la fin, on a des moles. Et on le sait, une quantité de matière, c'est en mol. La constante d'Avogadro, le nombre d'Avogadro, que l'on note Na, qu'est-ce qu'il représente? C'est tout simplement le nombre d'atomes dans 12 grammes
de carbone 12. Il a été défini comme ceci. Le carbone 12, on va dire que c'est l'élément parfait, hein. Il a, si on regarde, le carbone 12, combien de protons? On le sait, 6. De toute manière, hein, le jour du concours, vous avez votre tableau périodique. Eh bien, combien il a de protons? 6. Combien il a de neutrons? 6. Comment je le sais? Bah, pour savoir le nombre de neutrons, je fais tout simplement A moins Z. A c'est 12 et Z c'est 6. Donc 12 moins 6, 6. Et le nombre d'électrons, 6, puisque c'est un atome. Donc 6, 6, 6. Ok? C'est pour ça qu'on a pu définir avec cela le nombre d'Avogadro, qui est le nombre d'atomes présents dans 12 grammes de carbone 12. Et avec ça, on peut définir l'UMA, l'unité de masse atomique, qui est tout simplement égale à 1/12 de la masse d'un atome de carbone 12. Voilà, c'est ce qu'il y a à savoir sur les fondamentaux sur l'atome. Place au modèle de bord. Le modèle de bord, c'est une description. Il nous dit que l'on a un noyau qui est fixe. Et autour de ce noyau fixe, on a un électron qui gravite sur une orbite qui est circulaire. Et sur cette orbite circulaire, l'électron a une certaine énergie. On dit que son énergie est quantifiée car il ne peut prendre que certains niveaux d'énergie. Et on va le voir tout de suite avec le diagramme d'hydrogène, puisque, je ne l'ai pas dit, mais le modèle de Bohr ne s'applique qu'à l'hydrogène et aux hydrogénoïdes. Alors l'hydrogénoïde, c'est quoi? C'est tout simplement tous les éléments qui se rapportent à l'hydrogène, c'est-à-dire avoir un seul électron. Par exemple, l'hydrogène, on sait que c'est un proton, un neutron, un électron. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que l'hydrogène, c'est un électron. Si je prends, par exemple, le carbone, le carbone, c'est 6 protons, 6 électrons. Eh bien, si je mets C avec 5+, bon, ça n'existe pas, eh bien, ici, le carbone, il a combien d'électrons? Il n'en a plus qu'un seul, puisque l'on avait 6 protons, 6 électrons. Là, on a 5+, ça signifie que l'on a perdu 5 électrons. Donc, il nous en reste plus que 6 moins 5, 1. Eh bien, ça, c'est 5+, c'est un hydrogénoïde, puisqu'il a maintenant plus qu'un seul électron. Eh bien, ce modèle de Bohr ne s'applique qu'aux hydrogénoïdes et à l'hydrogène. Voici le diagramme d'énergie de l'hydrogène. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que l'on a des valeurs qui sont négatives. Et le maximum, c'est 0. Ici, on a à moins 13,6, alors c'est en électronvolts, moins 13,6 électronvolts, il s'agit de la couche n égale 1, ou K, et c'est la couche, c'est l'état fondamental. Lorsque l'on a un électron qui va se déplacer sur la couche numéro 2, numéro 3, numéro 4, on va avoir une excitation. On voit que plus on va s'éloigner du noyau, plus on va s'éloigner de la couche numéro 1, plus on va avoir un niveau d'énergie qui est élevé. Donc ça, c'est important à retenir lorsque l'on va vous demander, quand on passe de telle couche à telle couche, est-ce qu'il s'agit d'une émission ou d'une absorption? Eh bien, plus je m'éloigne du noyau, plus j'ai d'énergie. Jusqu'à devenir ionisé, là, c'est quand l'électron s'est détaché complètement. Et on voit que, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'énergie que l'électron peut prendre, elle est quantifiée. C'est-à-dire que pour passer de moins 13,6, pour passer plutôt de la couche numéro 1 à la couche numéro 2, il faut une certaine énergie. L'énergie, c'est moins 13,6 moins 3,4. Pareil pour passer de la couche n égale 3, etc. Donc c'est pour ça que l'on dit que l'énergie de l'électron, que peut prendre l'électron, est quantifiée, car elle ne peut prendre que certains niveaux d'énergie. Concernant les transitions électroniques, c'est ce qu'on disait, si on s'éloigne du noyau, eh bien il s'agit d'une absorption, j'ai absorbé un photon, j'ai absorbé de la lumière qui est de l'énergie, et donc je m'éloigne, parce que plus je m'éloigne, plus j'ai d'énergie, ou l'inverse, plus j'ai d'énergie, plus je m'éloigne, et au contraire,
Si je fais une émission, j'émets de l'énergie, donc j'ai moins d'énergie, eh bien, dans ces cas-là, je me rapproche du noyau. Pour une petite analogie, les vieux, pas beaucoup d'énergie stable, les jeunes, beaucoup d'énergie instable. Eh bien là, c'est la même chose et ça va être ça en physique et en chimie. Lorsque l'on a beaucoup d'énergie, on est instable. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque l'électron passe au niveau ici, donc ici hein, c'est l'infini, eh bien il se détache complètement, il est tellement instable il a tellement d'énergie qu'il va réussir à se détacher complètement de l'élément. Et l'énergie justement d'une transition, donc que ce soit une émission ou une absorption, on la calcule comme ça, on fait delta E, donc delta c'est la variation, est égal à h nu. H c'est la constante de Planck, nu c'est la fréquence, et ça c'est égal à hc sur lambda. Lambda c'est la longueur d'onde. Donc ici si on voit, on a h et h, ça peut se simplifier, et on voit que la fréquence c'est c sur lambda. Alors cette formule, généralement on ne vous demande pas de l'appliquer, ils l'ont peut-être demandé il y a pas mal d'années, mais généralement ils vont plutôt vous demander les relations de proportionnalité. Par exemple, est-ce que l'énergie, c'est proportionnel à la célérité de la lumière? Est-ce que l'énergie, c'est inversement proportionnel à la longueur d'onde? C'est pour ça que c'est important de connaître la formule, pas tant pour savoir l'appliquer, mais plutôt pour repérer si on a des relations de proportionnalité ou plutôt des relations d'inverse. Par exemple ici, entre la constante de Planck et entre la fréquence et la longueur d'onde. Et si jamais on vous demandait de l'appliquer, ne vous inquiétez pas, la constante de Planck, qui est égale à environ 6,63 10-34, elle vous est donnée dans le formulaire. On arrive sur une partie un petit peu plus calculatoire, mais c'est une partie qu'ils aiment bien demander. C'est sur le calcul des énergies, des variations d'énergie et des rayons, des atomes. Pour le calcul d'énergie, on est toujours sur le modèle de bord pour les hydrogénoïdes. Pour les hydrogénoïdes, la formule c'est En, N en indice parce que ça va dépendre de N, qui est égal à moins 13,6 fois Z au carré sur N au carré. Donc Z, toujours, hein, c'est le nombre de protons, plutôt ici le nombre d'électrons, et N, c'est le numéro de la couche. C'est pour ça qu'on a mis en indice N. Alors, dans le cours, vous avez deux formules, celle pour calculer l'énergie pour l'hydrogène et celle pour calculer l'énergie pour les hydrogénoïdes. C'est ce que l'on a ici, c'est ce que j'ai mis. Ici, c'est celle pour les hydrogénoïdes. Et c'est celle-ci qu'il faut retenir. Celle pour l'hydrogène, en fait, on s'en fiche, parce que pour l'hydrogène, c'est tout simplement Z qui est remplacé par 1, puisque l'hydrogène, c'est un proton. 1 au carré, bah, ça fait 1. Et donc, moins 13,6 fois 1, ça fait moins 13,6. Donc, dans le cours, pour l'hydrogène, c'est cette formule que vous avez, mais ne retenez-la pas, retenez celle-ci fois z carré. Et si on vous demande de l'appliquer pour l'hydrogène, eh bien vous l'appliquez pour l'hydrogène, vous remplacez z par sa valeur. Même principe pour le calcul du rayon, on va utiliser la formule pour les hydrogénoïdes qui est Rn qui est égal à 0,53 fois n au carré sur z. Alors, du coup, la formule pour l'hydrogène, bah, c'est simplement Z qui est remplacé par 1. Donc là, c'est la deuxième formule que vous avez dans votre cours. Encore une fois, pas besoin de la retenir. Retenez celle-ci. Ici, si jamais vous arrivez le jour du concours et vous ne savez plus. Vous ne savez plus si c'est le Z qui est en bas ou le N. Eh bien, on essaye de réfléchir. Le rayon, est-ce qu'il va être proportionnel au numéro de couche ou au nombre de protons? Plus on a de protons, alors ce qu'on a dit c'est que l'atome c'est un noyau et des couches. Les opposés s'attirent. Plus on va avoir de protons, plus notre Z il augmente, forcément, puisque c'est notre Z, notre nombre de protons. Plus on a de protons, plus on va avoir une attraction entre nos électrons et nos protons. Si on a une attraction, eh bien le volume il diminue. Donc notre rayon il diminue. Et au contraire, plus on est sur une couche qui est éloignée, eh bien, plus notre rayon, il va être grand. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de comprendre. Ça va vous éliminer pas mal de choses à apprendre. Et vous savez comme moi que durant cette année, vous avez énormément de connaissances à ingurgiter. Et plus il y a de choses que vous allez comprendre, moins ce sera de choses à apprendre. Donc ici, voilà comment on peut retenir
en réfléchissant, en disant, eh bien, plus je vais avoir un Z qui va augmenter, plus je vais avoir une attraction, plus mon volume va diminuer, et plus je vais avoir de couches, plus mon rayon, au contraire, va s'agrandir. Il faut savoir que lorsque l'on a une émission qui vient de n supérieur à 1 à n égale 1, on a une raie d'émission de Lyman. Lorsque l'on a une émission qui va de n supérieur à 2 à n égale 2, on a une émission de Balmer. Et lorsque l'on a une émission qui vient d'une couche supérieure à 3 à n égale 3, on a une raie d'émission de Pasken. Apprenez le tableau par cœur, c'est super important parce que c'est toujours des questions qui tombent au concours. Concernant la mécanique quantique, vous avez certains noms à connaître qui ont régi le modèle actuel de l'atome. Le premier, c'est de Broglie, avec son principe, le principe de l'onde associée de de Broglie, qui se traduit mathématiquement par par lambda, qui est égal à h sur mv. Lambda, c'est la longueur d'onde, h, la constante de Planck, m, la masse, et v, la vitesse. Et c'est lui qui dit que la lumière, c'est une onde, mais c'est aussi une particule. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. La lumière se comporte à la fois comme une onde et comme une particule. On a le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui lui nous dit que l'on ne peut pas connaître Heisenberg, que l'on ne peut pas connaître à la fois la vitesse d'un électron et sa position. Ça se traduit, encore une fois, mathématiquement par delta x fois delta v supérieur ou égal à h sur 2πm. Voilà. Donc ça, c'est à connaître, le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et on a enfin l'équation de Schrödinger. Alors là, elle est très simplifiée. D'ailleurs, on la traite même pas, l'équation de Schrödinger. C'est pas du tout du niveau de la première année. Et l'équation de Schrödinger, elle a permis de parler de probabilité de présence d'une particule dans l'espace. Il faut savoir que cette équation, elle est résolue exactement pour les hydrogènes et les hydrogénoïdes, mais elle reste une approximation pour les atomes polyélectroniques. Ces zones de l'espace où la probabilité de rencontrer un électron est élevée, c'est ce qu'on appelle une orbitale atomique. Et une orbitale atomique, c'est défini par 4 nombres quantiques, n, l, ml et s. N, c'est le nombre quantique principal, c'est le numéro de la couche, 1, 2, 3, 4. L, ou le nombre quantique secondaire ou azimutal, c'est le numéro de la sous-couche. S, P, 1s2, 2s2, 2p6. Et cette année, on verra des nouvelles sous-couches qui sont la sous-couche D et la sous-couche F. ML, c'est le numéro de la case quantique, ou plutôt de l'orbitale atomique. Et S, c'est le spin, c'est ce qui définit l'orientation de l'électron. Donc S, c'est soit plus 1,5, plus ou moins 1,5. Simplement s'il est parallèle ou anti-parallèle. Mais ça n'a pas d'importance. Juste retenez que S peut prendre deux valeurs, plus 1,5 ou moins 1,5. Alors, on va détailler un peu plus sur ces trois nombres quantiques. Commençons par le n, le nombre quantique principal. C'est le numéro de la couche, donc 1, 2, 3, 4, etc. L, c'est le numéro de la sous-couche. On a la sous-couche S, on a la sous-couche P, et cette année, on voit les sous-couches D et sous-couche F. Le numéro de la sous-couche S, c'est 0. Le numéro de la sous-couche P, c'est 1, 2 et 3. Il faut savoir que la sous-couche S, elle peut contenir 2 électrons. La sous-couche P, elle peut en contenir 6. 1s2, 2s2, 2p, 6. La sous-couche D, elle peut en contenir 10. Donc c'est facile, c'est de 4 en 4. Et la sous-couche F, 14. Mais on a parlé tout à l'heure d'orbital atomique. On peut aussi parler de case quantique. Si je prends la sous-couche S, c'est une seule case quantique. Une seule. Ce qui signifie qu'on peut mettre 2 électrons dans une seule case quantique. La sous-couche P, c'est 6. On peut mettre 2 électrons par case. Combien j'ai donc de cases pour la sous-couche P? 6 divisé par 2, 3.
Même principe pour la sous-couche D. 10 divisé par 2, ça me fait 5. Et la sous-couche F, 14. Bon, on a compris. ML alors, qu'est-ce qu'il représente? Lui, c'est le numéro de la case. C'est facile. ML, pour la sous-couche S, bah c'est 0. Il n'y a qu'une seule case. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, ici on a vu que ça dépendait de L, puisque ici le L est en indice. Ce qui signifie que ML, il peut prendre des valeurs entre moins L et plus L. Donc pour la sous-couche S, L il vaut 0. Donc ML, il peut prendre des valeurs entre moins 0 et plus 0, c'est 0. Pour la sous-couche P, on a dit entre moins 1 et du coup plus L plus 1. Puisque pour la sous-couche P, L égale 1. Et bien ici on va avoir moins 1, 0 et plus 1. Pour la sous-couche D, entre moins 5, entre moins 2, pardon, entre moins 2 et plus 2, ce qui nous fait moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Donc on a bien ici 5 cases, et c'est le même principe ici, entre moins 3 et plus 3, ça nous fera 7 cases. Donc voilà, ça c'est la partie la plus importante de ce cours. Alors au début ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir rapidement qu'avec les exercices, avec les annales de toute manière qui sont corrigées sur le site et les vidéos corrections, vous allez très vite prendre la main. Mais c'est super important de maîtriser ça, et ça va être aussi important de le maîtriser pour la biophysique, pour bien comprendre les équations de dissociation. Alors il y a des petites formules à connaître pour les numéros. Pour les nombres quantiques, il faut savoir que pour n, on a le 2n au carré électrons par couche. Donc, tout simplement, par couche, on a 2n au carré d'électrons. Pour la couche 1, on a 2 fois 1 au carré électrons. Pour la couche 1, ça nous fait 2 fois 1 au carré, 2. Donc, on a bien 2 électrons pour la couche 1. Effectivement, la couche 1, c'est qui? C'est 1s2. On n'a pas d'autres sous-couches pour la couche 1. Eh bien, ça nous fait bien 2 électrons. Donc, ça, c'est le maximum d'électrons par couche. Le L, lui, la formule, c'est qu'il est entre 0, donc L, et n-1. Regardez bien ici, j'ai mis un inférieur ou égal. C'est très important. Ça tombe dans les QCM, et ça, c'est des pièges. Ici, on a bien un inférieur ou égal à n-1, où je peux mettre n, mais dans ce cas-là, on enlève le inférieur large. D'accord? Puisque L n'est jamais égal à N. Soit il est égal à N-1, dans ce cas-là, on peut mettre un trait. Mais si on met N, on enlève. Donc c'est important, je vais noter les deux, puisque ça, c'est vraiment, pour le coup, quelque chose qui tombe. Donc vous avez ces deux possibilités. Et pour ML, c'est tout simplement 2L plus 1 de valeur. À la limite, celle-là, la prenez pas forcément par cœur. J'ai même envie de dire celle-ci et même celle-ci. En fait, essayez. Si jamais au jour du concours, vous avez cette formule et vous vous en souvenez plus, vous ne savez plus si c'est vrai, si c'est faux, vous ne savez plus quand est-ce qu'il y a le inférieur, etc. Eh bien, essayez. Si on vous dit, on vous met cette formule n-1, eh bien, prenez un exemple, je ne sais pas, par exemple, n égale 2, et regardez si c'est possible. Tout simplement. Si c'est pas possible, c'est que c'est faux. Et la même chose pour ici, 2L plus 1, bah oui, on sait que par exemple pour L égale 1, on a combien? L égale 1, on parle de quelle sous-couche? La sous-couche P. Sous-couche P, on a combien de cases? 3, hein, puisque on rappelle 1s2, 2s2, 2p6. On a 6 électrons. On peut mettre 2 électrons par case. Donc c'est que l'on a 3 cases. Et bien, est-ce que l'on a bien 3 cases? L est égal à 1. 2 fois 1, 2 plus 1, 3, CO. Donc on retient bien, une orbitale atomique, c'est synonyme d'une case quantique, et c'est défini par ces trois nombres quantiques. Le S, lui, il permet de définir l'électron, puisque dans une case, on peut mettre 2 électrons, et pour les différencier, il y en a un que l'on met vers vers le haut, c'est ce que l'on appelle un spin positif, donc on le note plus 1,5, et l'autre, on le met vers le bas, moins 1,5, pour vraiment les identifier.
On va vous parler de dégénérescence d'orbitales atomiques. La dégénérescence, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de cases quantiques par couche. Vous avez les couches K, L, M, N. K, N égale 1, L, N égale 2, M, N égale 3, N égale 4. Vous avez combien d'orbitales atomiques pour la couche K? Pour la couche K, on a N égale 1 S2, 2S2, 1S2, on n'a qu'une seule case quantique, la case quantique de la sous-couche S. Donc j'ai qu'une seule case quantique. Pour la sous-couche L, la sous-couche L, c'est N égale 2, 2S, 2P. J'ai combien de cases quantiques? Une pour la sous-couche S, 3 pour la sous-couche P. J'ai donc 4 cases quantiques. La dégénérescence est égale à 4. C'est le nombre de cases quantiques pour la sous-couche. Pour la couche. N égale 3. Donc on a 3S, 3P et 3D. On a combien de cases quantiques? 1, 3 et D, 5. Ça nous fait 5 et 3, 8 et 1, 9. On a une dégénérescence de 9, etc. etc. Et oui, une sous-couche apparaît à chaque couche. Pour les 4 premières. Après, on n'en a plus. Pour la couche 1, c'est la sous-couche S. Pour la couche 2, c'est la sous-couche P. Pour la couche 3, c'est la sous-couche D. Et la couche 4, c'est la sous-couche F. Après, on n'a plus d'autres sous-couches. Pour la représentation géométrique des orbitales atomiques, il faut savoir qu'une orbitale atomique, c'est bien orienté dans l'espace. C'est une orientation bien définie. On va distinguer l'orientation pour les orbitales atomiques S et pour les orbitales atomiques P. Pour les orbitales atomiques S, eh bien, on fait des directions P, on fait un rond. Il faut savoir que pour l'orbitale atomique S, on n'a pas de coque nodale. Une coque nodale, c'est quoi? Eh bien, on va en dessiner une tout de suite pour les sous-couches P, qui eux en ont une. Bon, on s'en fiche si ce n'est pas les mêmes lettres dans le bon ordre. Par exemple, je peux faire une... Alors, tac, à peu près. Ici, on a une orientation selon Z, hein, on est selon l'axe Z. Eh bien, vous voyez au milieu, ici au milieu du 8, c'est ce que l'on appelle une coque nodale. C'est un endroit dans l'espace où la probabilité qu'il y ait un électron est nulle. Au contraire, les boucles, c'est où la probabilité d'électron est élevée. Mais voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est que chaque orbitale atomique a une orientation bien définie dans l'espace. Pas besoin d'aller plus loin. On termine sur cette dernière partie de cours sur la règle de Kleschowski, de Pauli et de Hund. En gros, le remplissage des cases quantiques. La règle de Kleschowski, c'est l'ordre des couches et sous-couches. On a vu au lycée, jusqu'au lycée, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 et 3P6. Ça, c'est la composition du gaz noble. Alors, je ne sais plus c'est lequel de toute manière. Bon, il n'y a pas besoin de les savoir, hein. C'est dans le tableau périodique. Mais voilà, on s'est arrêté à 18 électrons. Il faut savoir qu'on a d'autres couches et sous-couches après. Alors, c'est pas 4S2, 4 P6. Sinon, on aurait pu continuer dès le lycée. Et justement, ça va être régi par la règle de Kleschowski. Un moyen très simple de connaître. On va faire comme ceci. 1S. Ensuite, en dessous, on met 2S, 2P. 3S, 3P, 3D. On a dit, sous-couche D apparaît à la couche 3. Ensuite, on a 4S, 4P, 4D et 4F. Et une dernière, 5S, 5P, 5D et 5F. Comment on fait le remplissage des couches et sous-couches? On fait en diagonale. Donc ici, on a 1S. Ensuite, on descend. On a 2S. On va sur le côté. 2P. On descend. 3S. Sur le côté, 3P. On descend. 4S.
Et on remonte. 3D, 4P, 5S. 3D, 4P, 5S, etc. Là, il faut que je remonte. 4D, 5P, 6S, etc., etc. Donc, retenez que c'est en diagonale, côté. Diagonale, côté. Donc là, diagonale, diagonale, côté. Diagonale, côté, diagonale. On va toujours de 1 en 1. Vous voyez ici, je ne suis pas allé jusque-là. Non, c'est tac, tac. On remonte. Tac. Et ensuite, on remonte jusqu'on peut. Là, en bas, il n'y a pas. Ah, donc, je remonte jusqu'ici. Ça, c'est impératif à connaître. C'est vraiment... Mais vous allez voir, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Là, ça peut paraître un peu aberrant. Mais vous allez voir qu'avec l'entraînement, c'est très simple. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est la règle de Kleshowski. Maintenant, on va voir le principe d'exclusion de Pauli. Qu'est-ce qu'il nous dit? On l'a déjà dit tout à l'heure, en fait. C'est que dans une orbitale atomique ou dans une case quantique, on ne peut mettre que 2 électrons. Si j'en dessine une, eh bien dans cette case, je peux faire que ça, maximum, ou un seul, c'est pas un souci. Mais je ne peux pas faire ça par exemple. 2 dans le même sens. Ça c'est interdit. Soit il y en a un vers le bas, soit il y en a un vers le haut et vers le bas, soit il n'y en a qu'un seul. Je ne peux pas non plus faire ça, en mettre 3. Interdit. C'est 2 maximum, et s'il y en a 2, de sens opposés. Et enfin, la règle de Hund, elle nous dit que l'on remplit d'abord en mettant un électron par sous-couche. Par exemple, si je prends le carbone. Le carbone, c'est 6 protons, donc 6 électrons. La décomposition électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p2. Ok. Si je dessine mes sous-couches, alors on va faire très simple, on s'en fiche de cette sous-couche-là. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse en chimie aux électrons de valence. Les électrons de valence, c'est quoi? C'est les électrons de la dernière couche. Attention, je dis bien couche, je ne dis pas sous-couche, mais vraiment couche. Ça, c'est super important. Là, la couche, c'est la couche du 2. Je dessine mes cases quantiques. J'en ai une pour la sous-couche S, combien pour la sous-couche P? 3. Ok. Ici, je ne peux pas faire ça, regardez. Tac et tac. Ça, je peux pas. La règle de Hund me l'interdit. D'ailleurs, ça voudrait dire que mon carbone, son schéma de Lewis, c'est ça. Parce que ça vient de là, les schémas de Lewis, et on le verra dans le cours sur les liaisons. Mais le schéma de Lewis, on va le déterminer via sa décomposition électronique, via le principe d'exclusion de Pauli, et via la règle de Hund. C'est vraiment ces 3 règles qui permettent de faire les schémas de Lewis. On sait que c'est pas ça le carbone. Bah, par exemple, tout simplement, si je vous dis CH4. CH4, vous pensez tout de suite à ça, avec les 4 hydrogènes. Si je fais 2 doublés non liants, ça c'est impossible. Alors en fait, la règle de Hund, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on remplit d'abord case par case, et ensuite je reviens. Donc ici, j'en ai mis un, j'en mets un, j'en mets un, j'en mets un, et je reviens. Mais là, j'en ai plus. J'en ai que 4. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est important. On fait un exemple, celui de l'oxygène. L'oxygène, on 8 protons, ça nous fait donc 8 électrons, 1s2, 2s2, 2p, 4, 2 et 2, 4 et 4, 8. Celle-là, on s'en fiche, on s'intéresse aux électrons de valence. On redessine notre case pour la sous-couche S, nos 3 cases pour la sous-couche P. Alors, si on note notre nombre d'électrons, ici, on en met d'abord 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il m'en reste encore 2 à placer, puisque là, j'en ai 6. Donc, je reviens, et hop, hop. Et là, on reconnaît notre schéma de Lewis de l'oxygène qui est 2 doublés non liants. Un doublé non liant, c'est quand on a 2 électrons dans une seule case, et nos 2 électrons célibataires.
Une dernière chose sur les électrons, on a nos électrons de valence, c'est ce qu'on a dit, c'est les électrons de la dernière couche, c'est eux qui sont responsables des propriétés chimiques des éléments. Et on a nos électrons de cœur, qui sont les électrons des autres couches, par exemple ici, les électrons de la couche 1. Voilà pour ce cours d'atomistique, et on se dit à très bientôt pour le cours sur les liaisons.